Avez-vous ce sentiment d'appartenance, cette propriété psychologique? Est-ce que vous savez mettre vos collaborateurs en lumière? Cette innovation et cette partie d'innovation est si importante que trop peu d'entreprises se privent. Alors restez avec nous. Professeur Raphaël Cohen nous dit tout à ce sujet. Professeur Raphaël Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Nous allons parler aujourd'hui de la lumière qu'on met sur les collaborateurs. Une des facettes de cette lumière, c'est les aider à partager leurs idées. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que ça signifie dans un environnement professionnel? Alors en fait, ce que vous me décrivez, ça repose sur l'idée que les collaborateurs peuvent être source de propositions, force de proposition. Et il y a une étude d'ailleurs qui a mis en évidence que la première source de bonnes idées, de grandes idées, ce sont justement les collaborateurs. Ensuite viennent, je crois, les partenaires business. Ensuite, troisièmement, viennent les clients. Et tout en bas, la R&D, alors j'ai honte de le dire puisque je suis du monde académique, c'est en bas de la liste, c'est les idées qui viennent du monde académique. Donc, il y a d'ailleurs un graphique qui met ceci en évidence, c'est une étude que IBM a faite, et ça signifie que les collaborateurs sont réellement un vivier d'opportunités, d'innovation, de développement, parce qu'ils sont en contact avec les clients, ils sont en contact avec les situations. Maintenant, malheureusement, historiquement, la culture managériale vient d'un modèle où les gens qui pensent sont en haut et les gens qui exécutent sont en bas. Donc on ne pouvait pas imaginer que l'exécutant soit capable de penser, parce que s'il était capable de penser, il devrait être en haut de la pyramide. Alors heureusement, ce modèle est complètement dépassé et obsolète, et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris qu'elles ont grandement intérêt à exploiter cet extraordinaire trésor d'innovation et de potentiel d'amélioration que représentent leurs collaborateurs. Est-ce qu'il faut obligatoirement un management horizontal et participatif et collaboratif pour pouvoir faire ça? Non, pas vraiment. Alors, ça y contribue, c'est une manière d'y arriver, mais ce n'est pas la seule. Je pense que la clé, c'est de donner la permission aux collaborateurs d'avoir des idées et d'oser les présenter. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de protéger les gens qui osent faire quelque chose. Parce que si on stigmatise l'erreur, comme c'est très souvent le cas, il n'y a pas le droit à l'erreur, eh bien, c'est évidemment décourageant. Personne ne va se jeter dans la fosse au lion pour être massacré derrière. Donc, il y a même des entreprises qui donnent le prix de l'erreur la plus intéressante. Ils récompensent les erreurs. Donc, 1, permission. 2, protection. 3, il faut aussi enseigner comment faire. Parce qu'avoir des idées, c'est bien, mais les transformer en mise en œuvre concrète, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, évidemment, moi, j'ai la chance d'enseigner ce processus, le passage de l'idée à l'action, et en passant par comment je vends cette idée à ma direction. Parce que si je suis incapable de la vendre et de l'expliquer d'une manière intelligible et intéressante pour la direction, même si l'idée est excellente, on ne pourra pas aller au stade de l'action. Donc, il faut un processus. Et quand vous mettez tout ça en place, il faut quand même un quatrième paramètre, c'est une culture de management, de leadership, qui encourage les gens à se sentir impliqués. Ça demande un niveau d'engagement. Parce que si les gens ne sont pas engagés, pourquoi est-ce qu'ils viendraient avec des nouvelles idées ? Donc vous avez déjà 4 paramètres qui peuvent jouer un rôle important et qui font partie des choses qu'on peut tout à fait mettre en œuvre dans les organisations. Alors concrètement, économiquement, comment on fait? Je suis chef d'entreprise, j'ai envie de suivre votre conseil à 300%. Comment je m'y prends? Ben vous m'appelez. Alors ça, c'est une possibilité. C'est une manière de le faire, mais il y a toute une série d'outils qui permettent de favoriser cette transformation. Alors, je vous donne un exemple que nous avons mis en œuvre dans plusieurs entreprises, dont Nestlé, dont des hôpitaux, etc., des banques. C'est le micro-MBA. C'est un programme de formation qui apprend aux gens à identifier des opportunités, les analyser, les vendre à la direction, et ensuite les mettre en œuvre, parce que la condition de réussite du programme, c'est justement de mettre en œuvre les projets. Alors, une fois que les gens ont fait ça une fois dans leur vie,
c'est comme quand on a appris à faire du vélo. Ensuite, on n'oublie plus. Mais vous avez un certain nombre d'acteurs dans une salle ou, je ne sais pas, derrière un document pour écrire ou derrière leur ordinateur pour vous envoyer un mail. Concrètement, comment est-ce qu'on fait avec des collaborateurs qui n'ont pas, je dirais, l'habitude, qui ont plein d'idées, mais qui n'ont pas l'habitude de les mettre en lumière, d'innover, de booster leur créativité? C'est quoi les trucs? J'aimerais bien vous dire qu'il y a des trucs, mais il n'y en a malheureusement pas. Il y a un certain nombre de choses qui, cumulativement, vont aider à transformer la culture. Alors, la première, il faut quand même que la direction témoigne d'une réelle envie d'avoir ce genre de manifestation. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est un des éléments. Et puis, ensuite, il y a un programme de formation, on peut y contribuer, de faire des concours d'innovation, donner la permission aux gens, comme Google le fait, d'avoir du temps pour être force de proposition. Tout à fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et ça relève de la stratégie RH de l'entreprise. Maintenant, il y a beaucoup de laboratoires d'innovation qui poussent un petit peu comme des champignons un peu partout. C'est un peu la tendance. Est-ce que, notamment dans le secteur académique, mais dans d'autres secteurs, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est force de proposition, qui est intéressant et utile? Alors, c'est très bien, parce que tout ce qui favorise l'innovation, à la fin, il y a quelque chose qui sort. Personnellement, je pense que c'est un vecteur qui est bien, mais ce n'est loin d'être le seul. Parce que si vous avez un incubateur de ce type-là, ça signifie que l'innovation, elle est réservée à l'incubateur. Mais moi, je préfère une organisation qui encourage l'innovation tous azimuts, innovation contrôlée, pour des choses qui vont soutenir la stratégie, qui ne vont pas saboter le reste de l'activité, etc. Et je pense qu'on obtient des meilleurs résultats quand les gens ont compris qu'à leur poste de travail, ils ont la permission de venir avec des suggestions, plutôt que de devoir aller dans un incubateur pour innover. Il y a quand même une condition, quand on ouvre sa bouche et qu'on fait des propositions, c'est un sentiment d'appartenance. Parce que si on ne se sent pas ni apprécié, ni appartenir à, forcément, on a moins envie, voire on n'a pas envie du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas demander à des personnes qui ne se sentent pas concernées, investies, d'être force de proposition. Donc, le prérequis pour encourager une culture de l'innovation, de la prise d'initiative, c'est d'avoir des collaborateurs engagés. Et ça, c'est tout un travail culturel qui est de la responsabilité de la direction et de chaque manager pour faire en sorte que les gens soient aussi engagés que possible. Est-ce qu'on peut imaginer que le monde de demain va beaucoup taper là-dessus, sur l'innovation? Parce que avec toute la concurrence qui est là et la globalisation, alors je ne sais pas si elle va rester ou elle va être plus localisée, on ne sait plus vraiment où on se situe, on est tous un peu perdus. Alors écoutez, la réponse, elle est sans ambiguïté. Il y a une accélération de la transformation, du changement, et je ne connais aucun métier aujourd'hui qui va y échapper. Que ce soit le journalisme, que ce soit les banquiers. J'adore donner des séminaires dans les univers bancaires parce que je les terrorise quand je leur montre ce que la technologie peut être amenée à transformer dans leur métier. C'est pas par méchanceté, c'est juste pour les amener à se rendre compte que ça va évoluer. Donc, aucun métier aujourd'hui ne va y échapper. Les seuls qui vont réussir à s'en sortir sont évidemment ceux qui ont la capacité de s'adapter et de voir dans quelle direction va le vent pour prendre les choses dans la bonne direction. Alors, on va dire que sur ces notes d'espoir, on se quitte. On vous retrouve très bientôt. Professeur Raphaël Cohen, on vous remercie infiniment pour cet échange. Merci. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés, restez avec nous. Lumière sur les collaborateurs à suivre. Merci.